Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire en cette édition du 27 avril. J'ai le grand bonheur de recevoir en studio avec moi aujourd'hui Julie Vincelette. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Amélie. Et Julie, j'aimerais ça pour te présenter aux gens. Moi, j'ai appris il y a quelques semaines que tu étais originaire de Roxton Falls, je ne savais pas. Oui, tout à fait. J'ai vécu les 17 premières années de ma vie, puis en fait, ma famille habite toujours Roxton Falls. Alors, on a peut-être des auditeurs qui te connaissent bien, qui nous écoutent probablement. Ce matin. Et Julie, j'aimerais ça qu'on dresse un peu ton parcours. Tu as un bac en physiothérapie. Oui, j'ai un bac en physiothérapie de l'université McGill et j'ai pratiqué la physiothérapie principalement aux États-Unis pendant à peu près 6 ans. Et quand je suis revenue au Québec, c'est là que j'ai fait un premier changement de carrière. Je suis devenue représentante pharmaceutique et c'est le métier principal que j'exerce toujours aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé de quitter vers les États-Unis? En fait, c'était la concordance de 2 facteurs. Le premier, c'est que j'ai toujours été une grande aventurière et amoureuse des voyages. Donc, j'y voyais une occasion de m'exiler puis d'aller voir autre chose. Et puisque je suis allée en Floride aussi, d'éviter quelques hivers. Et l'autre facteur, c'était que j'ai gradué en 1996. C'était le virage ambulatoire au Québec. Donc, il y avait beaucoup d'hôpitaux qui fermaient à ce moment-là. Et de trouver un emploi permanent à temps plein comme physiothérapeute, c'était pas évident. Et quand on sort de l'université, souvent on a des dettes à rembourser. Et donc c'était une concordance de ces 2 facteurs-là qui ont fait que je me suis exilée. Et qu'est-ce qui t'a amenée à l'écriture, Julie? Ah mon Dieu, écoute, c'est depuis que je suis adolescente, j'ai toujours tenu un journal intime. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est un peu mon confident. Donc, j'ai développé ce rapport-là avec l'écriture très, très jeune dans ma vie. Et il y a aussi ma mère qui a vécu un épisode difficile où est-ce qu'elle elle s'est épuisée complètement au travail puis elle a sombré dans une dépression pour un bout de temps. Et puis ce qui est important de dire, c'est que elle s'est aussi complètement rétablie de ça. Donc c'est un beau modèle, je trouve, de résilience, de courage, de persévérance, parce que c'est très souffrant la maladie mentale. Et autant pour la personne qui en souffre que pour l'entourage. Oui, tout à fait. Autant pour le conjoint, c'est pas drôle là d'avoir à soutenir une personne qui souffre énormément qu'on aime, puis la voir, tu sais, passer d'être une superwoman à vraiment avoir de la difficulté à rester seule et tout ça. Donc ça prend beaucoup d'amour. Pour la personne qui en souffre, là, ça, c'est la souffrance extrême. C'est comme si le feu était pris à l'intérieur de soi. Moi, je le décris souvent comme ça. Pour les enfants aussi, hein, quand notre mère, quand on a 12 ans, puis que notre mère, qu'on voyait comme on les idéalise, nos parents, tu sais, on les voit comme des dieux, puis là, on voit la personne un peu s'écrouler devant nous, ça amène beaucoup d'incompréhension, des situations frustrantes aussi et tout ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai aussi assisté à sa remontée. Et ça a été pour moi un exemple de force, d'espoir, de résilience. Ça fait de moi aussi une personne beaucoup plus humaine. Je pense que si on gratte un peu derrière l'histoire de chaque personne, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chacun a son moment d'adversité à traverser. Et moi, ça m'a montré aussi qu'on avait du pouvoir dans l'adversité. Puis ça réside beaucoup dans nos forces intérieures. Alors c'est quelque chose que j'ai développé. Je me suis mis à lire beaucoup de livres en croissance personnelle et tout ça. Puis quand ma mère s'est complètement rétablie, je me suis dit, à un moment donné, je vais écrire là-dessus. Je vais écrire parce qu'il faut que son expérience à elle, puis mon expérience à moi en tant qu'enfant d'une maman qui a subi une dépression, il faut que ça serve parce que je m'en suis quand même assez bien sortie, comme ma mère s'en est complètement sortie. Donc, je voulais livrer un message d'espoir par rapport à ça, par rapport au fait qu'on est capable de se rétablir, qu'on est capable d'apprendre à vivre avec la maladie mentale. Est-ce que ça t'a amené, toi, en tant qu'enfant, en ayant vécu ça, à faire attention pour pas sombrer dans la dépression en ayant trop de travail, trop de choses dans la tête? En fait, l'équilibre intérieur, c'est devenu la priorité. C'est comme dans ma vie. C'est comme ça que je gère ma vie parce que j'ai aussi souvent dit à ma mère,
si toi, j'avais pas vu ça, j'avais pas assisté à ça. Moi, j'ai la même personnalité qu'elle. Je suis très fonceuse, très ambitieuse, je veux réussir dans la vie. Donc, je pense que je me serais éventuellement épuisée, probablement, comme elle. Alors, ce que ça l'a amené, c'est que aujourd'hui, ma priorité numéro 1, c'est l'équilibre intérieur. Fait que quand je prends des décisions, c'est beaucoup de travail. Arriver à ça, puis c'est le travail d'une vie. Je ne dis pas que je suis toujours en équilibre intérieur, mais au quotidien, je me questionne par rapport à ça. Si j'ai le goût d'atteindre un but, si je veux m'acheter quelque chose, je le fais pour qui? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour impressionner la société? Si je le veux pour moi, quel prix en termes d'énergie ça va me demander? Est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Est-ce que c'est un désir ou un besoin? Alors, c'est le genre de questions que je me pose au quotidien. Et est-ce que c'est ça qui a amené que tu as écrit l'effet popcorn avec Marie-Josée? Oui, en fait, l'effet popcorn, tome 1, je l'ai coécrit avec Marie-Josée Harel. Et Marie-Josée et moi, on a 2 passions en commun, qui est la vie intérieure, le numéro 1, et l'écriture. Alors, on a créé un blog il y a 2 ans où est-ce qu'à tour de rôle, on écrivait des courtes histoires. Justement, où on prenait des situations de notre vie, de notre vécu, puis on essayait parce qu'on s'est engagé aussi, Marie-Josée et moi, à toujours voir le verre à moitié plein. Le bonheur, c'est une question de décision aussi, puis après ça, de pratique, le vivre au quotidien. Donc, on montre à travers des courtes histoires inspirantes, des situations de notre vie, comment quand la vie se présente sous la forme du grain de popcorn plutôt sec et dur, là, pas éclaté, mais comment nous, on essaie de changer notre perception des choses, de voir le verre à moitié plein pour faire exploser ce grain de popcorn-là. Puis aussi, la vie, des fois, se présente déjà sous forme éclatée, sous forme de joie, de belles choses. Bien, c'est important à ce moment-là de vraiment goûter à 100%, de ralentir, de vraiment, tu sais, aller chercher toute la saveur du popcorn. Fait que l'effet popcorn, c'est ça. C'est une lecture facile. Les gens se reconnaissent beaucoup parce qu'on se ressemble tous, hein. On veut tous la même chose. On veut une belle vie. On veut être en paix intérieurement. Puis c'est une lecture qui fait du bien puis qui est joyeuse, en fait. Ça fait réfléchir. Et l'accueil a vraiment été très, très bon du public. Ça a été lancé en mars 2012. Oui. Il y a à peu près 1 an. Il y a à peu près 1 an, exactement. Et en 60 jours, on a atteint le statut de best-seller au Québec. Ce qui est quand même assez rare. Ce qui est quand même assez rare, effectivement. Fait qu'on est très heureuse de ça, nous. En 2004, on travaille tranquillement au tome 2 parce que les gens, encore aujourd'hui, on reçoit des emails de gens qui l'ont lu, puis ça leur fait du bien, puis nous demandent le tome 2. Donc, on est à peu près à 85% le terminé. Moi, présentement, là, c'est ça, j'ai sorti mon premier roman jeunesse aussi. Marie-Josée, de son côté, vient de terminer, en fait, le manuscrit de son premier ouvrage en solo sur la spiritualité, qui va sortir à l'automne. Donc, après tout ça, en 2014, on va se remettre dans le popcorn, puis on va sortir le tome 2. Et l'effet popcorn qui est aussi disponible du côté de la France ou qui va l'être bientôt? En fait, on l'a lancé à l'automne en France. Et ça, c'était un beau cadeau aussi, là, de pouvoir faire ça. Notre éditeur, un distributeur là-bas. Et Marie-Josée, elle avait fait une télé-réalité en France, exactement. Donc, on l'a un petit peu modifié pour inclure des articles sur son expérience là-bas auprès de jeunes de 20 ans dans une émission télé. Et elle a essayé tu sais, parce que souvent, c'est vu comme un peu superficiel, ces émissions-là et tout. Oui. Alors, de lire ces articles, ben on voit toute une autre, n'importe quelle situation, en fait, c'est le regard qu'on pose dessus. Donc, même une télé-réalité basée sur la relation de couple de 20 ans, il y a quand même une façon d'y mettre un regard profond, puis Marie-Josée, elle est excellente à faire ça, en fait. Si tu me permets, Julie, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants de ton nouveau roman jeunesse. Merci.